Le mythe de Sisyphe, Albert Camus. Essai sur l'absurde, la maison d'édition de Gallimard. Ok. Je fus placé à mi-distance de la misère et du soleil, écrit Albert Camus dans l'envers et de l'endroit. Il est né dans un domaine viticole près de Mondeville, dans le département de Constantine en Algérie. Son père a été blessé mortellement à la bataille de la Marne en 1914. Une enfance misérable à Alger, un instituteur. Monsieur Germain, puis un professeur, Jean Grenier, qui savent reconnaître ses dons. La tuberculose qui se déclare précocement et qui, avec le sentiment tragique qu'il appelle l'absurde, lui donne un désir désespéré de vivre. Telles sont les données qui vont forger sa personnalité. Il écrit, devient journaliste, anime des troupes théâtrales et une maison de la culture, fait de la politique. Ses campagnes à Alger républicain pour dénoncer la misère des musulmans lui valent d'être obligé de quitter l'Algérie, où on ne veut plus lui donner de travail. Pendant la guerre en France, il devient un des animateurs du journal clandestin Combat. La Libération, Combat dont il est le rédacteur en chef, est un quotidien qui, par son ton et son exigence, fait date dans l'histoire de la presse. Mais c'est l'écrivain qui déjà s'impose comme un des chefs de file de sa génération. À Alger, il avait publié Noces et l'envers et l'endroit, rattaché à tort au mouvement existentialiste qui atteint son apogée au lendemain de la guerre. Albert Camus écrit en fait une œuvre articulée autour de l'absurde et de la révolte. C'est peut-être Faulkner qui en a le mieux résumé le sens général. Camus disait que le seul rôle véritable de l'homme né dans un monde absurde était de vivre, d'avoir conscience de sa vie, de sa révolte, de sa liberté. Et Camus lui-même a expliqué comment il avait conçu l'ensemble de son œuvre. Je voulais d'abord exprimer la négation, sous trois formes. Romanesque, ce fut l'étranger, dramatique, Caligula, le malentendu, idéologique, le mythe de Sisyphe. Je prévoyais le positif sous trois formes encore. Romanesque, la peste, dramatique, l'état de siège et les justes, idéologique, l'homme révolté. J'entrevoyais déjà une troisième couche autour du thème de l'amour. La peste ainsi commençait en 1941 à Oran, ville qui servira de décor aux Romains, symbolise le mal, un peu comme Moby Dick dont le mythe bouleverse Camus. Contre la peste, des hommes vont adopter diverses attitudes et montrer que l'homme n'est pas entièrement impuissant en face du sort qui lui est fait. Ce roman de la séparation, du malheur et de l'espérance rappelle de façon symbolique aux hommes de ce temps ce qu'ils venaient de vivre, connu un immense succès. L'homme révolté en 1951 ne dit pas autre chose. J'ai voulu dire la vérité sans essayer d'être généreux, écrit Camus, qui dit aussi de cet essai qui lui valut beaucoup d'animitié et la brouilla notamment avec les surréalistes et avec Sartre. Le jour où le crime se part des dépouilles de l'innocence par un curieux renversement qui est propre à notre temps, c'est l'innocence qui est sommée de fournir ses justifications. L'ambition de cet essai serait d'accepter et d'examiner cet étrange défi. 5 ans plus tard, la chute semble le fruit amer du temps des désillusions, de la retraite, de la solitude. La chute ne fait plus le procès du monde absurde où les hommes meurent et ne sont pas heureux. Cette fois, c'est la nature humaine qui est coupable. Où commence la confession? Où l'accusation? Écrit Camus lui-même de ce récit unique dans son œuvre. Une seule vérité en tout cas. Dans ce jeu de glace étudiée, la douleur est ce qu'elle promet. Un an plus tard, en 1957, le prix Nobel est décerné à Camus. Pour ses livres et aussi, sans doute, pour ce combat qui n'a jamais cessé de mener contre tout ce qui veut écraser l'homme. On attendait un nouveau développement de son œuvre quand le 4 janvier 1960, il a trouvé la mort dans un accident de voiture. À Pascal Pierre.
Un raisonnement absurde. Ô mon âme, n'aspire pas à la vie immortelle, mais épuise le champ du possible. Pindar, 3e Pitique. Les pages qui suivent traitent d'une sensibilité absurde qu'on peut trouver éparse dans le siècle, et non d'une philosophie absurde que notre temps à proprement parler n'a pas connue. Il est donc d'une honnêteté élémentaire de marquer pour commencer ce qu'ils doivent à certains esprits contemporains. Mon intention est si peu de les cacher qu'on les verra cités et commentés tout au long de l'ouvrage. Mais il est utile de noter en même temps que l'absurde, pris jusqu'ici comme conclusion, est considéré dans cet essai comme un point de départ. En ce sens, on peut dire qu'il y a de provisoire dans mon commentaire. On ne saurait préjuger de la position qu'il engage. On trouvera seulement ici la description, à l'état pur, d'un mal de l'esprit. Aucune métaphysique, aucune croyance n'y sont mêlées pour le moment. Ce sont les limites et le seul parti pris de ce livre. L'absurde et le suicide. Il n'y a qu'un problème philosophique et vraiment sérieux. C'est le suicide. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, c'est répondre à la question fondamentale de la philosophie. Le reste, si le monde a 3 dimensions, si l'esprit a 9 ou 12 catégories, vient ensuite. Ce sont des jeux. Il faut d'abord répondre. Et s'il était vrai, comme le veut Nietzsche, qu'un philosophe, pour être estimable, doit prêcher d'exemple, on saisit l'importance de cette réponse puisqu'elle va précéder le geste définitif. Ce sont là des évidences sensibles au cœur, mais qu'il faut approfondir pour les rendre claires à l'esprit. Si je me demande à quoi juger que telle question est plus pressante que telle autre, je réponds que c'est aux actions qu'elle engage. Je n'ai jamais vu personne mourir pour l'argument ontologique. Galilée, qui tenait une vérité scientifique d'importance, l'abjura le plus aisément du monde de qu'elle mit sa vie en péril. Dans un certain sens, il fit bien. Cette vérité ne valait pas le boucher, qui de la terre ou du soleil tourne autour de l'autre. Cela est profondément indifférent. Pour tout dire, c'est une question futile. En revanche, je vois que beaucoup de gens meurent parce qu'ils estiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. J'en vois d'autres qui se font paradoxalement tués pour les idées ou les illusions qui leur donnent une raison de vivre. Ce qu'on appelle une raison de vivre est en même temps une excellente raison de mourir. Waouh! Waouh! Quel début! Je juge donc que le sens de la vie est la plus pressante des questions. Comment y répondre sur tous les problèmes essentiels? Ça, c'est la philosophie. Attaquer directement la question. C'est quoi l'amour? On demande de Slavoj Žižek. L'amour, il ne répond pas. Alain de Botton, on pose question, c'est quoi l'amour? Il ne répond pas. Il fait conneries, il raconte des conneries. Directement, c'est quoi l'amour? C'est quoi la vie? C'est quoi l'absurde? C'est quoi le sens de la vie? Répondre directement. Ne gâchez pas notre temps. Allez, ciao.